Nous sommes une fois de plus au rendez-vous de l'actualité sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Bienvenue au tribunal de l'actualité, une juridiction pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège. Bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Celui qui est à la barre du tribunal de l'actualité ce matin est une personnalité aussi bien publique que controversée. Ses prises de position ont fait de lui une figure de proue de la lutte anti-franc CFA. Activiste, écrivain, éditorialiste, il est le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Kémy Seba, bonjour et bienvenue au tribunal de l'actualité. Bonjour à vous. Alors, vous connaissez bien le principe de cette émission. Les premiers mots reviennent au juge. Nous allons en tout cas échanger, mais ça sera juste après la première virgule, les avant-propos. Avant-propos, juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation? Bon, c'est la toute première convocation. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Et donc, je voudrais souhaiter une très bonne semaine à tout le monde, un très bon lundi. Et puis, on est dans le mois de novembre. Donc, c'est le dernier mois avant le mois de la fin de l'année, donc décembre. Donc, il nous reste 2 mois pratiquement pour que 2021 finisse et que 2022 commence. Donc, c'est des moments toujours, je dis bien, de projection. Donc, je vous souhaite également une bonne fin d'année à tout le monde parce que, en parlant, je pense au monde paysan. Certains qui ont pu semer, d'autres n'ont pas pu le faire à cause du contexte sécuritaire. Certains ont pu récolter, d'autres sont dans des difficultés de récolte également à cause du contexte sécuritaire. Là où aussi il n'y a pas eu de problèmes sécuritaires, la pluie n'a pas les attentes de l'eau par rapport à ce qui a été semé aux prévisions n'ont pas été à la hauteur. Donc ça joue également sur les récoltes. Donc des paysans qui sont pratiquement en plein pied dans les récoltes. Il y a aussi des élèves qui ont commencé à récolter leurs premières notes parce qu'il y a eu la rentrée, qui ont commencé à récolter leurs premières notes. Il y a des devoirs qui ont commencé à être programmés. Donc c'est à toutes ces personnes-là qui s'investissent dans cette catégorie-là que mes pensées vont aujourd'hui. Donc beaucoup de courage à tout le monde et force et persévérance. Bonne semaine et très bon lundi. Merci. Juge Bougma, juge Vaha. Oui, merci président. Moi, mon avant-propos va concerner Charles Taylor, qui, selon un communiqué de la Cour, c'est un communiqué qui date du 25 octobre, un communiqué de la Cour de justice de la CEDEAO qui révèle que Charles Taylor poursuit son pays, le Libéria, pour non-paiement de sa pension de retraite. Et il affirme donc que le refus du gouvernement libérien de payer cela est pour lui une violation de ses droits humains, en particulier le droit de ne pas subir de discrimination, l'égale protection de la loi, le droit de la dignité, à une audience équitable et à la propriété. Ça fait un peu sourire pour quelqu'un qui est condamné à 50 ans de prison pour 11 chefs d'accusation, donc crimes contre l'humanité, et autres chefs qui ne sont pas des moindres. Maintenant, vous savez, la loi, c'est la loi, hein. Ça reste applicable à tout le monde. Et selon ce qui se dit, selon les prévisions du droit, il y a de fortes chances qu'il l'emporte, d'autant plus que les crimes pour lesquels il a été condamné ne concernent pas le Libéria. Ça concerne la Sierra Leone. Donc, il ne perd pas la jouissance de ces droits-là. Donc, il joue cela donc, à fond. Mais ça fait un peu sourire. Certains qui diront, bon, après tout ce qu'il a fait aux autres, lui connaît aussi les droits. Mais oui, c'est ça la loi. Ça fait sourire, mais c'est comme ça. Et c'était mon avant-propos de ce matin. Merci, messieurs les juges, pour ces propos introductifs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM du lundi au vendredi. Je le disais en début d'émission, notre convoqué du jour est Kémy Seba. Il est le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Une fois de plus, bonjour et bienvenue au tribunal de l'actualité. Bonjour à vous. Alors, vous êtes régulièrement à Ouagadougou. Comme je l'ai dit, vous êtes une personnalité aussi bien adulée que controversée. Je me rappelle de votre dernier séjour à Ouagadougou, c'était en décembre 2019. Ça s'est terminé par une convocation devant les juridictions pour outrage au chef de l'État. Avec le recul, quel regard vous portez justement sur cet épisode-là? Est-ce que vous faites votre mea culpa? Vous assumez les propos qui ont été tenus? Vous savez, je fais le tour du monde, et donc les gens qui suivent notre actualité un peu partout où nous allons
ont l'habitude de commenter, d'analyser, et beaucoup ont trouvé grotesque la criminalisation d'une critique politique vis-à-vis d'une élite sous-régionale. C'était pas simplement contre le président du Faso, mais une élite sous-régionale qui, objectivement, aujourd'hui, et depuis un certain temps, malheureusement, se soumet au désir de l'oligarchie française. Et je dis bien l'oligarchie et non pas le prolétariat français, qui n'est pas responsable. Il ne faut pas mélanger les deux. Et la manière dont on a utilisé le procédé qui consiste à dire quelqu'un monte la lune, on se préoccupe de son doigt, était risible. J'ai dit, et je répète, et je le dis encore plus parce que j'ai beaucoup d'affection pour le président Roch-Marc Kaboré, et je sais que intérieurement c'est quelqu'un qui aime profondément l'Afrique. Je regrette que quand Macron ait mis une pression politique aux dirigeants du G5 Sahel et au président de la sous-région, je regrette que, influencé sans doute par une classe politique ici et à d'autres endroits du Sahel, nos dirigeants aient baissé d'un ton et aient reculé. Et dans le même temps, je reviens d'une tournée où j'ai été reçu quand même avec beaucoup d'amour et d'honneur par les autorités maliennes et guinéennes. Je remarque qu'il y en a d'autres qui sont en train de prendre leurs responsabilités, qui comprennent qu'on ne peut pas toujours fermer les yeux ou baisser les yeux. Et je suis convaincu que tôt ou tard, le président Roch-Marc Kaboré, la manière dont il est en off, il le sera aussi public parce que c'est quelqu'un qui aime profondément l'Afrique. Et je suis convaincu qu'il durcira le ton le moment venu. C'est vrai qu'il y a la liberté d'expression, on ne le nie pas, mais est-ce que cela ne vous impose pas aussi une certaine élégance dans les propos ? Moi, la question que je vous pose, vous avez déjà écouté les Gilets jaunes, comment ils parlent de Macron ? Bizarrement, dans certains pays démocratiques, l'élégance, c'est une question à géométrie variable. Ici, on confond critique politique et crime de lèse-majesté, lâcheté et politesse. Moi, je suis quelqu'un qui dit la vérité. On m'a arrêté. Quand je suis sorti, j'ai vu le nombre de gens qui m'ont dit tout le long du séjour, merci pour avoir dit la vérité vis-à-vis des dirigeants de la sous-région. C'était des gens du Faso. Donc, je dis et je répète, mon problème, ce ne sont pas les hommes. J'ai de l'affection pour mes aînés. Mais mon problème, c'est la soumission politique de bon nombre de nos dirigeants, d'accord, vis-à-vis de l'oligarchie française. Qu'on ne détourne pas le propos à chaque fois que l'on ne veut pas regarder les choses en face. Ça, c'est de la lâcheté politique. Maintenant, je redis, et je terminerai par là, parce que c'est très important, il y a eu évidemment un propos qui a été sorti de son contexte, on le sait, d'accord, et pour donner l'impression que Kémy Séba, alors pour reprendre la terminologie de la génération hip-hop, Kémy Séba est thug life, Kémy Séba est impoli, Kémy Séba est ceci, Kémy Séba est cela, mais dans le fond, les analystes politiques rigoureux ont su, ont dit, ont répété dans la sous-région que c'était une critique fondamentale vis-à-vis du système de la France-Afrique qui était en train d'essayer d'accélérer la cadence. Rappelons que c'est à cette époque que l'annonce a été faite de la monnaie ECO, version Ouattara et Emmanuel Macron. D'ailleurs, on dit que ECO, c'est l'acronyme d'Emmanuel commande Ouattara. On peut se poser des questions dessus. Et je pense a posteriori que j'ai dit ce que beaucoup de gens pensaient, que ça a été sorti de son contexte. Le président Roch-Marc Kaboré sait qu'il n'est pas mon adversaire, que c'est un aîné que j'apprécie, on s'est déjà vu en tant que tel, et on se reverra. Il y a beaucoup de choses que les gens peuvent ne pas savoir, mais je sais aussi qu'à l'intérieur du gouvernement du Faso, il y a des gens qui sont très proches des autorités françaises et qui ont tout intérêt à créer des tensions entre moi et le président. J'arrête là. D'accord. Juste pour moi. Oui, en fait, parce que c'est ce qui avait défrayé la chronique et puis qui a valu que vous soyez prié effectivement de partir. Pour certains, vous aviez été totalement renvoyé du Burkina. C'est comme si vous n'alliez pas effectivement. Comment est-ce que vous avez vécu cet épisode? Mon très cher frère, alors ça c'est... Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux parfois ont remplacé les cafés, les bistrots, les maquis. Je n'ai jamais été interdit de quitter interdit du territoire du Faso, puisque je suis revenu entre-temps à plusieurs reprises, sans que les gens forcément le sachent. Rencontrer parfois des autorités, les gens ne le savent pas, et qui nous sont un peu plus favorables. Et de l'autre côté, on a été prié par une minorité qui est partie crier à un endroit où je n'étais pas. Parce que moi j'aime parler aux gens en direct, mais souvent les gens aiment parler derrière leur clavier, mais jamais dans le réel. Qui nous ont dit il fallait qu'on parte. Mais la majorité des gens qu'on a vus dans la rue nous ont portés. Depuis que je suis arrivé ici, je le vois. Je ne vais pas dire à tous les coins de rue, mais peut-être une rue sur deux. Je vois l'amour des gens, parce que les gens savent que nous risquons notre vie pour un combat politique qui est la critique d'un système, pas l'attaque des hommes. Et quand nous critiquons des puissants par rapport à l'impuissance dont ils font preuve vis-à-vis de l'oligarchie d'Occident, cela ne signifie pas que nous nous attaquons aux hommes en tant que tels, mais aux dépositaires d'un pouvoir qui ont pour rôle de protéger le peuple et non pas de fuir leurs responsabilités. Je répète, certains, et j'ai analysé ça a posteriori, ont tenté en vain de monter le petit Kémy Séba que je suis contre mon aîné Roch-Marc Kaboré parce qu'ils savaient qu'il y avait une bonne relation.
J'ai critiqué une démarche, et c'est la vie politique, c'est comme ça que ça marche, une démarche, à mon sens, de démission, de délitement par rapport à des responsabilités qui se devaient d'être faites. Et certains ont capturé, sans doute peut-être encouragés par l'ambassade de France, ont capturé un propos pour dire « Ah, Kémy Séba est irrévérencieux. Oh, Kémy... » Et on a fait les choux gras parce que la lâcheté est devenue une religion au sein de beaucoup de politiques en Afrique francophone. Et c'est pour ça que nous sommes autant suivis. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux ou dans les rues, nous sommes suivis par des millions de gens pendant que ceux qui nous combattent sont suivis par une minorité. Et je dis et je répète et je terminerai là. Nous sommes là par amour. Je pourrais faire beaucoup d'autres choses que risquer ma vie, que passer comme en 2019, mes derniers jours de l'année en garde à vue en prison, d'accord, parce que j'ai critiqué la France-Afrique. Mais l'histoire nous donnera raison, elle nous donne déjà raison aux quatre coins du monde où nous allons. J'ai demandé comment est-ce que vous avez vécu ça? J'ai vécu ça comme un homme. J'ai été mis en prison à 4 reprises. La prison risque de devenir l'hôtel pour moi. C'est Martin Luther King qui disait que quand vous menez un combat pour changer les conditions de vie d'une société et d'une population, vous devez être prêt à être privé de votre liberté. Eh bien, je concède que c'est une réalité. J'ai été mis en prison à 2 reprises en Afrique, 2 reprises en France. Oui, c'est ça, en Afrique et en France. J'ai 39 ans aujourd'hui. Peut-être que dans quelques années, je ne serai plus de ce monde, comme nous tous. Peut-être que je partirai plus tôt. Mais je vis droit dans mes bottes, en étant en adéquation avec mes convictions. Et c'est ce qui me vaut, tout à l'heure l'aîné le disait, l'adoration que je trouvais excessive, parce qu'on doit adorer que Dieu à mon sens, de certains, et la haine, la colère, l'hostilité ou la jalousie d'autres, peu importe. Mais moi je suis en harmonie avec ce en quoi je crois. Et je sais que je lèguerai à mes enfants un monde où leur père se sera battu pour leurs droits. Juge Var. Oui, parce que c'est la question des généralités, toujours sur le même sujet. Vous disiez à la barre que vous vouliez envoyer un électrochoc. Est-ce que c'est pas... Vous savez, quand on envoie l'électrochoc aussi, la réaction, elle n'est pas maîtrisée. Hein. Tout à fait, mais c'est la preuve. Vous savez, moi je suis un passionné de médecine. Mon père est à la retraite aujourd'hui, il était un grand médecin. Et quand quelqu'un est dans le coma, l'électrochoc, on le fait pour le sortir de ce coma. Parfois il ne sort pas, parfois il sort. Quand je vois les réactions qui ont été suscitées par mon propos, excusez-moi, je pars du principe que j'ai touché dans le mille. Et je sais pertinemment qu'au moment où je passais ce propos, j'exprimais ce propos, que Macron et Ouattara se réunissaient pour faire cette grande annonce, ce discours qui a été suivi aussi bien par une foule à Ouagadougou que en Afrique francophone via nos réseaux sociaux suivis par quasiment 1 million de personnes, et de manière virale par d'autres gens, ça a entraîné un effet boule de neige. Aujourd'hui, la question de la monnaie éco, nous on a réussi notre ingénierie sociale. La plupart des Africains, des jeunes Africains francophones ne sont absolument pas dupes du projet de monnaie éco proposé par Emmanuel Macron et Ouattara. Parce que la majorité d'entre nous, peut-être que je suis en train d'avancer sur les questions que vous voulez poser, mais la majorité des jeunes Africains et moins jeunes veulent un taux de change flexible arrimé à un panier de vie. C'est pour ça que j'ai été mis en prison. C'est pour ça que j'ai été expulsé du Sénégal. C'est pour ça que je suis expulsé de Côte d'Ivoire. Et Macron a essayé, en comprenant notre message porté, a essayé de court-circuiter le projet en faisant du vol industriel, du pillage industriel, d'accord, en reprenant le terme éco, mais en maquillant le franc CFA, reconnaissant quand même une petite victoire symbolique. À la suite de nos mobilisations, les comptes d'opération ont été supprimés. Ça, c'est le fruit de notre combat, concrètement. Et c'est historique. Mais il a laissé le taux de change fixe arrimé à l'euro, parce que ça arrange les entreprises françaises et les entreprises occidentales. Donc comme moi j'attaque de la manière dont j'ai attaqué en fin décembre de l'année 2019, si je ne m'abuse, cet électrochoc-là, au départ certains sont choqués, c'est le but, mais à la fin ils finissent par comprendre que le propos que nous énonçons est un propos avant-gardiste pour dire faites attention, on est en train de vouloir nous incarcérer une nouvelle fois et notre génération n'acceptera pas ça. Alors, c'est vrai que vous êtes actuellement au Burkina Faso et l'actualité, c'est aussi le procès Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Vous connaissant et les discours de Thomas Sankara que vous reprenez, que représente ce procès-là pour vous? Qu'on soit très clair, moi je ne reprends les discours de personne, mais je m'inscris dans une continuité. D'ailleurs, Thomas Sankara avait sa réalité qui est différente de la nôtre au XXIe siècle. Le capitalisme d'hier a muté pour être dans une sorte de néolibéralisme globalisé, tendance un peu cool, qui est parfois accepté même par les colonisés d'hier, ce qui est un drame. Donc il y a des nuances qui est important de préciser. Mais le procès, pour moi, et d'ailleurs je passe le salut à mon avocat, mon frère et ami, Maître Farama, d'accord, qui est l'un des meilleurs avocats d'Afrique francophone, avec d'autres, hein, il y en a quelques-uns qui sont aussi très puissants, notamment au Sénégal. Mais moi, ce procès n'aura de goût
C'est comme quand je mange à tchéké, si on me donne pas les ingrédients qu'il faut pour que la tchéké ait du goût, je ne mange pas. Si M. Blaise Compaoré reste dans sa résidence 5, 6 ou 7 étoiles en Côte d'Ivoire pendant que le procès a lieu, je serai mal à l'aise. Si le gouvernement français, qui, de toute évidence, a été très soulagé de voir qu'un trouble-fête comme Sankara, qui à son époque était lui aussi diabolisé, qui à son époque était lui aussi très controversé, d'accord, si le gouvernement français n'est pas cité dans les responsabilités directes ou indirectes par rapport à cette exaction, c'est quelque chose qui me posera problème. À vous écouter, vous avez déjà le verdict avant la fin du procès. Je n'ai pas le verdict. Je sais pas que j'ai le verdict, mais je suis en train de rappeler à ceux qui vont prononcer le verdict qu'il faut être capable de cibler les bonnes cibles et les bonnes entités, les bonnes personnes. Je suis fatigué qu'on vive dans un monde où ceux qui risquent leur vie sont soit persécutés, incarcérés, criminalisés ou abattus à mi-chemin, et que ceux qui sont les meurtriers, ceux qui profitent des crimes, ceux qui profitent de l'oppression, finissent dans des résidences 5 étoiles bien entourées, parce qu'Abidjan est doux, tout le monde le sait. Et donc je suis mal à l'aise que Blaise Compaoré ne figure pas. Certains vont dire, mais Kémy, as-tu des preuves que Blaise Compaoré est le commanditaire? Il y a dans une enquête politique ou judiciaire des éléments toujours à rappeler. Pour savoir qui est responsable, il est important de savoir à qui profite le crime. Qui, à la suite de la mort du président Thomas Isidore Sankara, a été nommé président? Qui a effectué la rectification de entre guillemets, la rectification de la révolution? À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Tout le monde sait de quoi je parle. Dans la rue, quand je parle avec les gens, tout le monde me dit, Kémy, dis-le. Parce qu'on ne comprend pas que les gens n'osent pas le dire avec simplicité. Comme s'il y avait une chape de plomb, tout le monde a peur de prononcer le fait que Blaise Compaoré a une responsabilité évidente. L'Afrique francophone entière, la diaspora, les Caraïbes, le monde noir le sait. Pourquoi on a peur de le dire? Pourquoi on a peur de dire aussi que l'oligarchie française a une responsabilité directe ou indirecte dans cela, à travers ses marionnettes de l'époque, Félix Houphouët-Boigny, et d'autres, d'accord, qui n'aimaient pas trop le jeune virulent, irrespectueux, irrévérencieux, comme on le surnommait à l'époque, ça me rappelle quelque chose, Thomas Isidore Sankara. Je pense qu'il faut qu'on cogite, qu'on réfléchisse dessus. Oui, oui, mais en même temps, même quand nous avons envie de juger notre propre histoire et que nous donnons les moyens de les gérer avec ceux qui sont à notre portée et qui sont d'abord avec nous, quelquefois on n'a même pas la possibilité que ces personnes de façon entière soient présentes et qu'on puisse le faire. Comment est-ce qu'on peut, dès cet instant-là, exiger de l'autre aussi autant de réponses si on n'arrive pas? Je prends le cas du procès par exemple, avec Blaise Compaoré qui n'est pas là. Vous parlez de la France, quand on ne peut pas faire, on ne peut pas fixer les responsabilités de Blaise dans sa présence. Comment être si exigeant avec l'autre? Mon très cher frère, votre question est pleine de sens et je vais vous répondre en 2 points. Le premier point, c'est que, à travers les meurtriers de Thomas Sankara, c'est le système qui a tué Thomas Sankara que nous remettons en cause. Le problème, c'est que le système que nous remettons en cause est encore présent aujourd'hui. Des gens qui ont marché avec Blaise Compaoré sont encore aux affaires aujourd'hui. Non. Moi, vous me reprochez quand je cite des noms. Vous dites que vous quand je suis en garde à vue, vous me critiquez. Quand je passe les fins d'année. Vous avez dit que de la rue, on vous dit des dits. Aujourd'hui, vous êtes venu pour parler. Mais dites-le. Je veux dire. Si vous me permettez de terminer mon propos. Allez-y. Quand je dis des choses, on me dit irrévérencieux et impoli. Et quand je dis que je m'attaque au système et que je suis dans les idées et pas les personnes, vous dites les choses. Il faut savoir exactement de quel côté vous vous situez. Maintenant, pour terminer mon propos, je vous ai dit, ça ne serait pas facile avec moi, mais je vous aime beaucoup, vous le savez. Beaucoup de dirigeants, de membres du gouvernement d'aujourd'hui ont été, on le sait, des compagnons de route de Blaise Compaoré. Certains se sont tournés officiellement et ont dit, nous ne nous reconnaissons plus dans cette démarche, très bien. Et puis il y en a qui se retrouvent dans le gouvernement, mais qui sont encore des personnes qui, directement ou indirectement, se sont bâties à travers justement la période Blaise Compaoré. Et je répète une chose, Blaise n'est pas en Côte d'Ivoire au chaud, au chaud, je pense qu'il est dans un endroit très climatisé, bien entouré. Il n'est pas dans son confort simplement parce que Alassane Dramane Ouattara le protège. Il est aussi dans son confort parce que certains dirigeants d'ici, je ne parle pas du président Roch Marc Kaboré, on met de côté parce que je sais que les choses sont un peu plus complexes en ce qui le concerne. Mais dans son entourage, il y a beaucoup de gens qui savent que si on commence à faire venir Blaise Compaoré, on va faire venir toutes les personnes. Qui?
Moi, je n'ai pas la liste exhaustive. Je vous parle de système. Vous voyez, respectez quand même ma liberté de m'exprimer comme je le souhaite. Vous êtes au tribunal de l'actualité, sans langue de bois, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, vous le savez. Et donc je conclurai mon propos en vous disant que il faut qu'il y ait des mobilisations. Nous, j'ai fait à plusieurs reprises, ici à Ouagadougou et dans toute l'Afrique francophone, nous continuons à le faire, le procès de la France-Afrique. On a organisé de manière concrète, et ça a été intitulé ainsi, des meetings qui s'appelaient le procès de la France-Afrique. Tant qu'on ne s'attaque pas au système, rien ne changera. Compaoré est un nom, mais c'est un nom qui cache un système. C'est l'arbre qui cache la forêt. Et tant qu'on ne veut pas remettre en question ce système, qui aujourd'hui se présente comme notre allié militaire, mais qui en réalité ne fait rien d'autre que amplifier la dynamique de l'insécurité dans cette région qu'est le Sahel, tant qu'on ne mettra pas les pieds dans le plat, nous n'avancerons nulle part. Et donc je dis et je répète, oui, c'est bien quand la société civile parle de démocratie. Il faut le faire, de bonne gouvernance, il faut le faire. C'est ce que nous faisons continuellement avec l'ONG Urgence panafricaniste. Mais je dis qu'on ne peut pas se contenter que de cela. Il faut appeler un chat, le néocolonialisme endogène et exogène, parce que la France-Afrique, c'est la juxtaposition de deux élites. C'est ça dont nous devons parler, c'est ça que nous devons dénoncer, et ainsi, on aura beaucoup plus de capacité de faire venir à nous ceux qui sont les véritables responsables de ces crimes. Et je dis par rapport aux dirigeants qui sont, aux accusés qui sont ici, qui sont pour moi des sous-fifres. Oui, bien sûr que ceux qui sont cités et qui seront jugés coupables devront être condamnés, évidemment. Mais on ne doit pas s'arrêter en bon chemin, et la population du Faso a une responsabilité. Parce que quand Sankara est mort en 87, la révolution est venue longtemps après. Notre population a la responsabilité, je dis notre parce que je m'inclus en tant qu'Africain dedans, et partout en Afrique francophone, de faire venir ou de mettre pression pour que les responsables de l'assassinat de Thomas Sankara soient jugés, y compris celui qui est caché, planqué en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, vous estimez qu'il faut mettre fin à un système, la France-Afrique. Alors, on a vu le président Emmanuel Macron prôner une rupture. Alors, cette année, à Montpellier, vous avez vu ce qui s'est passé le 8 octobre. De France-Afrique, on est passé à Afrique-France, avec cette fois-ci, en lieu et place des acteurs politiques, la jeunesse de la diaspora et d'Afrique. Vous avez vu ce qui s'est passé. Votre regard sur cette rupture voulue par le président Emmanuel Macron? Bon, je ne vais pas commencer par Macron, parce que c'est un détail de l'histoire, mais je vais commencer par mes jeunes frères, ou moins jeunes, parce qu'il y en a qui avaient mon âge, d'autres qui étaient plus âgés, qui sont venus, qui ont été cooptés, tout le monde le sait. Je veux préciser avant toute chose qu'il faut séparer l'amour que l'on peut avoir pour les siens et la critique politique. Donc ce sont des gens que j'aime, ce sont mes frères et sœurs. Je sais que j'ai des gens dans notre camp qui disent non, il ne faut même pas les appeler frères et sœurs. Non, je pense que ce sont des frères et sœurs on leur a payé le billet gratuitement, on leur a mis le visa, ils sont partis visiter Montpellier, ils sont aller-retour aux frais de la princesse. Bon, et ils sont venus raconter un peu n'importe quoi là-bas. Certains ont parlé, reconnaissons-le, certains ont parlé avec sincérité. Certains ont rappelé des choses que tout le monde dit. Mais leur participation à cet événement n'a rien fait d'autre qu'alimenter le narratif de la restructuration du néocolonialisme au XXIe siècle, néocolonialisme français et in extenso global de manière générale. Je dis qu'Emmanuel Macron est quelqu'un de très intelligent ou de très bien conseillé. Il sait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, ceux qui donnent le tempo, et c'est pour ça qu'il fait en sorte que je sois persécuté notamment par certains dirigeants, certains de ses sous-fifres, ceux qui donnent le tempo politique en Afrique francophone, c'est la société, les membres de la société civile, ce sont les leaders citoyens. Zbigniew Brzezinski, dans les années 80, disait que le XXIe siècle sera le passage, le transfert du pouvoir qui auparavant était aux mains des élites et qui finirait par la suite au niveau de la base. Cette base, c'est ce qu'ils ont architecturé comme étant la société civile. Cette société civile en Afrique francophone, on l'a vu à travers nos mobilisations contre le néocolonialisme. La question du franc CFA, il a suffi qu'on démarre ça fin 2016-2017, même si ça fait des années qu'on en parlait en off, pour que les comptes d'opération soient supprimés, qu'il y ait des restructurations de forme cosmétiques, mais qui existent quand même, qui soient effectuées. La question de la remise en question de la présence politique et militaire française, la remise en question de la France-Afrique est venue non pas de nos dirigeants, mais de nous autres petits citoyens. Et donc Macron connaît notre force. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a été très intelligent, il a voulu diviser l'opinion publique africaine en deux. En disant, il y a ceux qui veulent la rupture avec l'élite française. Je dis bien l'élite française, pas le prolétariat. J'ai plein d'amis gilets jaunes, j'ai plein d'amis au sein du prolétariat français. Je suis moi-même né en France. Je ne suis pas, c'est comme Mélenchon qui critique la France-Afrique. C'est pas parce qu'il critique la France-Afrique qu'il est anti-français. Il faut qu'on soit un peu aussi intelligent dans la critique politique. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui veulent
continuer un dialogue avec l'oligarchie française, qui sont naïfs, qui sont dans Mamadou au pays des merveilles, qui croient que parce que Macron dit qu'il veut changer, cela signifie que le capitalisme prédateur, le néolibéralisme globalisé, notamment français, va changer. C'est une ineptie, c'est une erreur, c'est une naïveté politique, pour ne pas dire une trahison sur un certain nombre de principes. Et je dis que Macron, en voulant copier la méthode de George Soros, qui fait la même chose avec Osiwa, Open Society for West Africa, ils passent leur temps à coopter différents mouvements, de différentes OSC, je ferai pas de name dropping, c'est pas nécessaire, mais en étant dans cette démarche de se dire que ils ont des relais qui propagent la perception de la démocratie à l'occidentale. Macron, en agissant de cette façon, pense qu'il va réparer l'histoire. Il ne fait que l'enfoncer. Et je dis qu'il aura toujours face à lui des gens comme nous, urgence panafricanisme, pas seulement, d'accord, qui s'opposent à la mainmise du néocolonialisme français vis-à-vis de notre génération. Oui, ce n'est pas la première fois qu'on vous entend dénoncer les réseaux Soros en Afrique, qui a financé plusieurs mouvements et qui continue d'ailleurs de financer plusieurs mouvements, qui, par ces relais, ont même créé des médias, tout ça. Oui, mais la question, c'est de savoir, vous, qui vous finance, vous. Mais les choses sont... Si vous lisiez mes livres, vous le sauriez, j'en parle régulièrement. C'est un truc qui n'a absolument... C'est pas une affaire de livre. Il y en a qui ne lisent pas vos livres, qui me suivent. C'est à eux que vous devez vous adresser. Est-ce que je peux pas forcément à moi. Est-ce que je peux vous répondre? Vous dites? Je peux vous répondre? Vous dites quoi? Je peux vous répondre? Oui, vous pouvez répondre. Merci, gloire à Dieu. Donc je disais que c'est inscrit dans mes livres, puisqu'on s'exprime au public et aussi auprès de vous, je parle donc à tout le monde, à vous y compris. Et donc dans mes livres, je le répète à foison, que nous sommes financés par des États non alignés qui critiquent l'hégémonie de l'oligarchie occidentale de 1, notamment Cuba, ça n'a jamais été un secret. On a été soutenu logistiquement par l'un des conseillers du président Vladimir Poutine, Alexandre Douguine, qui est l'un des préfaciers de mon dernier livre. C'est pour ça que je vous disais, si vous aviez lu, vous le sauriez, Alexandre Douguine, donc, qui a préfacé mon dernier livre, L'Afrique libre ou la mort, l'un des géopoliticiens les plus influents de la planète aujourd'hui. Nous sommes soutenus par un certain nombre de sportifs africains ou afrodescendants de haut niveau, qui se sentent à minima, pour ne pas dire au maximum, concerné par les questions politiques que je soulève. On a réussi à créer un système financier qui me permet d'échapper, d'accord, justement, au désir de l'oligarchie française ou des réseaux Soros qui poussent les nôtres à aller dans une direction néolibérale sur le terrain sociétal et économique qui n'est pas en harmonie avec nos convictions. Donc, le schéma non aligné, j'en parlais en 2014, dans mon deuxième livre, Black Nihilisme. Quand je critiquais justement ces réseaux Soros pour la première fois, c'était l'une des premières fois qu'on parlait de ça en Afrique francophone, ça m'avait valu au départ l'incompréhension, et je disais déjà dans ce livre que la méthode alternative, c'est de trouver des pays opposés à l'hégémonie occidentale et avec qui on peut avoir des partenariats ponctuels mais jamais éternels, parce que le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Et justement, vous ne cachez pas aussi des financements, vous parlez de proches de Poutine, donc Entre autres, parmi 6, 7, 8 partenariats. Voilà, proche de Poutine. Pour beaucoup aussi, c'est vrai qu'il y a ce que vous critiquez du cordon qui demeure toujours avec la France et les conséquences qu'il y a, mais on sait aussi que le continent est devenu aussi celui là où les grandes puissances se mènent une certaine guerre. Ça, c'est une réalité. Et puis changer, comme on disait, changer de joug, ça ne fait pas de vous un esclave affranchi. Je vous réponds. Voilà. C'est très important. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui vous critiquent de jouer les jeux plutôt russes. Le beaucoup est très relatif, parce qu'en termes quantitatifs, je ne suis pas sûr que le beaucoup soit en adéquation avec le réel. Mais je vais vous répondre. Ce sont des gens qui ne suivent pas l'actualité, parce qu'il n'y a personne dans le courant panafricaniste qui critique autant que je le fais l'adoration d'un certain nombre d'Africains vis-à-vis justement de la Russie qu'ils présentent comme des messies. Mais ça, on n'entend pas beaucoup. Non, c'est pas vrai. C'est parce que vous n'êtes pas encore mon sympathisant forcené, mais ça va venir. Parce que j'en parle régulièrement dans mes interventions médiatiques. Jamais forcené. Un peu, je l'ai remarqué. Un peu partout en Afrique francophone et dans la diaspora. Je parle. Et il faut nuancer une chose. Moi, je suis proche de Douguine, mais je suis en opposition. On va parler clairement. Monsieur Yevgeny Prigozhin, qui est celui qui a contribué à pirater, d'après ce que je sais, les élections aux États-Unis. C'est quelqu'un qui, à une certaine époque, m'a approché. C'est quelqu'un qui a vu l'influence politique que j'ai. C'est l'un des proches de Vladimir Poutine, d'accord, et qui a dit que le Guémy Sebala, c'est un futur grand en Afrique francophone, il faut le soutenir. Moi, j'ai dit, et j'ai toujours dit ce que Malcolm X disait, tout le monde peut nous aider, mais seuls les Noirs peuvent nous rejoindre. Seuls les Africains et Afro-descendants, et in extenso en Afrique du Nord, s'ils se sentent concernés par le combat réel que nous menons, peuvent nous rejoindre. Mais à la seconde où on m'a demandé de faire autre chose que ce en quoi je croyais, j'ai dit nos chemins se séparent. Parce que là, non, mais en fait, j'en ai parlé dans mon émission sur Vox Africa en 2019, j'ai dit que
il voyait l'influence qu'on avait, il disait, mais non, est-ce que ça serait pas bien que vous meniez les actions violentes? J'ai dit que moi, je n'accepterai jamais de quitter le néocolonialisme français pour que des gens non africains me disent ce que j'ai à faire. Déjà, pour qu'un Africain me dise ce que j'ai à faire, il faut se lever de bonne heure. A fortiori, quelqu'un qui ne l'est pas, ça va être compliqué. Donc c'est un secret de polichinelle. Je suis très clair et très simple dans ma ligne, mais je dis que la géopolitique, c'est le contraire de l'autarcie. La géostratégie, l'art de la guerre, c'est le contraire de l'autarcie. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas, tant qu'elle est divisée, et c'est la réalité, nos dirigeants fonctionnent comme des chefs-haillons de petits États, au lieu de comprendre qu'on devrait avancer tel un bloc, eh bien, dans ces conditions, tant que l'unité n'est pas factuelle, nous sommes obligés de faire preuve de stratégie, de géostratégie, en voyant les ennemis de nos ennemis comme étant des potentiels ponctuels amis. Ça, c'est de l'intelligence politique. Thomas Sankara, lui-même, a été dans une démarche de cartographier aussi, sur le terrain géopolitique, les gens avec lesquels il pouvait s'allier. On lui a reproché de s'allier à l'époque avec le responsable du Nicaragua, si je ne m'abuse. On l'a reproché de s'allier avec un certain nombre de dirigeants qui étaient non alignés vis-à-vis de l'oligarchie d'Occident. À un moment donné, les relations internationales, ça ne peut pas se résumer ni à l'autarcie, ni au cordon ombilical entre l'Afrique et l'oligarchie française. Moi, je dis qu'il faut diversifier les partenariats, mais absolument prioriser notre souveraineté. Et c'est ce qui fait que vous pouvez me voir aux quatre coins du monde. Je reviens juste avant, c'est pour ça qu'on est un peu surmené. On a fait 5 pays en un mois, notamment un des pays dont je vous parlais, on a été en Turquie, parce que je vois qu'Erdogan, ces derniers temps, est en train de taper sur la politique étrangère française, mais personne n'est naïf ici. Ne pensez pas que je suis en train de dire que cela signifie que Erdogan ou que la Turquie va venir sauver l'Afrique ou que Poutine ou je ne sais trop quoi va venir sauver l'Afrique. C'est pour ça que dans nos manifestations, quand je vois certains qui sortent le drapeau russe en disant « Russie vient nous sauver », je dis non. Parce que ce n'est pas la solution. Un allié ponctuel qui peut nous permettre de former nos armées et de les remettre à niveau pour que par la suite on puisse se priver de cet allié est un véritable allié. Mais un allié qui vient pour faire à notre place ce que nous devons faire pour par la suite avoir accès à nos ressources sous-régionales, ce n'est pas un allié, c'est un nouveau colon. Et c'est pour ça que je suis toujours dans une démarche de diversifier les partenariats avec prudence, en étant toujours très observateur de ce qui se fait. Je parle de la Russie de cette façon critique, comme je peux parler aussi de la Chine de cette façon critique, mais chaque chose, on s'entend. La priorité pour l'instant, c'est de démonter la France-Afrique. Depuis que nous avons commencé, nous sommes, à mon sens, il suffit de voir ce qui se passe au Mali, il suffit de voir ce qui se passe en Centrafrique, objectivement, en bon chemin. C'est en grande partie notre responsabilité, la responsabilité d'autres acteurs de la société civile, d'accord, plus ou moins, autant influents ou moins influents, peu importe. Et je pense qu'il faut aller dans cette direction, avancer en étant toujours lucide et en se disant toujours que le Messie de l'Afrique, et j'insiste toujours dessus pour qu'on ne déforme pas nos propos, c'est l'Afrique elle-même. Personne n'est naïf. Vous dites allié possible, allié ponctuel, allié, mais on dirait que c'est tout sauf la France en allié. Mais parce que, vous savez, je sais pas, je suppose qu'on est tous mariés autour de ce... Enfin, où on a tous été mariés autour de ce plateau, peut-être pas, peu importe. Mais on a tous connu les reines de l'humanité que sont nos sœurs, n'est-ce pas? Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, et que ce couple, pendant la durée du couple, l'un des deux parties tabasse l'autre, vole l'autre, viole l'autre, sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans. Au bout de la 15e année, vous êtes en droit de faire, ou même avant, je l'espère, mais il y en a qui sont longs à la détente, vous êtes en droit quand même de faire un état des lieux, de dire, bon, là ça ne va pas, là c'est un chaos, là ça ne va pas, tu n'as pas respecté ce qui était prérequis, et bien par conséquent, je demande le divorce. C'est tout. Quand un partenariat, quand un couple ne va pas, on se sépare. Et peut-être même qu'après la séparation, on finira par mieux se comprendre. Moi, je connais beaucoup de couples qui ont divorcé et qui sont devenus de vrais amis. En quoi c'est un problème? Mais pourquoi on a l'impression que l'Afrique, entre guillemets francophone, ne peut s'en sortir sans la France? Qui a mis cette idée en tête, dans la tête de nos dirigeants et de nos populations? Nous le savons. Il y a une ingénierie sociale qui a été faite pour nous programmer et nous aliéner, c'est-à-dire nous rendre étrangers à nous-mêmes. Il est temps qu'il y ait une ingénierie sociale qui soit faite pour nous faire redevenir en harmonie avec nous-mêmes ou nous faire redevenir nous-mêmes, pour parler plus simplement. Juge Bourma. Oui, d'accord. En fait, maintenant, vous avez expliqué ce qui est ponctuel. On a choisi ses amis, mais après aussi pour s'en débarrasser, parfois c'est très difficile, surtout au niveau État. Parce qu'il y a la coopération bilatérale et il y a la coopération multilatérale. Vous négociez avec un État, c'est le partenaire
il est direct. Mais après, il y a aussi ces relais qui sont là. Vous parliez des réseaux Soros et tout, mais ce sont des... ils font partie de ce qu'on appelle les partenaires multilatéraux, donc qui financent des ONG, qui financent ceci, qui financent cela, qui sont aussi des relais existants et après aussi qui vous tiennent. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on choisit ces partenaires en tenant compte de cette donne-là, au moment où on dit, bon, je renonce parce que j'ai demandé un accompagnement jusque-là, mais à partir de ce mois, ce chemin, je peux le faire seul. Gramsci parlait de la bataille culturelle. Moi, je pense profondément que la politique aujourd'hui ne se situe plus au niveau des élites, mais se situe au niveau de la base. Oui, mais... Ce que vous dites, je vais vous répondre s'il vous plaît. C'est très important votre question, mais permettez que je vous réponde avec précision. L'exemple du Mali est l'exemple qui devrait être la plus belle leçon pour l'Afrique francophone dans sa globalité. Les réseaux Soros étaient aussi au Mali, depuis très longtemps, tout le monde le sait. Mais quand vous êtes capable de contribuer à sensibiliser une grande partie de la population sur les problématiques justement de la prédation du partenaire, entre guillemets, qui nous a été imposé, qui était l'oligarchie française. Eh bien, on se retrouve avec des partenaires de la France qui deviennent isolés à mesure que une grande partie de la population prend conscience et devient une masse critique qu'on ne peut plus négliger. Eh bien, c'est la même chose qui se passera tôt ou tard au Burkina Faso, qui, il faut le reconnaître, est devenu, depuis l'assassinat de Thomas Sankara, la Mecque des organisations non gouvernementales occidentales qui viennent coopter les jeunes Africains parce qu'ils savent que la meilleure façon de ne pas faire renaître de Sankara ici, c'est de financer, de créer un système de corruption qui endort les gens. Quelles sont ces OSC-là ? Vous les connaissez mieux que moi, vous êtes du Faso. Moi, je suis béninois. Maintenant, ce que je vous dis simplement, vous les connaissez mieux que moi. Moi, ce que je vous dis, encore une fois... Nous ne les connaissons pas toutes. Si vous ne les connaissez pas toutes, vous comprendrez que moi, je les connais encore moins que vous, puisque je suis béninois. Maintenant, né en France, franco-béninois. Donc, ce que je vous dis, qui est très important, c'est que, en étant dans cette démarche de pouvoir éduquer la population, sensibiliser la population, par nos mobilisations, par nos actions de terrain, nous pourrons être dans une logique de finir par isoler les organisations, les structures qui sont allaitées par la mamelle de l'élite occidentale. C'est ce que nous avons fait au Mali, c'est ce que nous avons fait en République centrafricaine, c'est ce que nous faisons dans différents pays d'Afrique francophone, et c'est ce qui se fait au Sénégal. Progressivement, c'est ce qui se fera, parce que Ouattara ne sera pas éternel, c'est ce qui se fera en Côte d'Ivoire. Nous le faisons partout où nous le pouvons, et c'est quelque chose qui va changer. Et pour les nouveaux partenaires, nous le disons. Moi, dès lors que j'ai vu une puissance qui s'est installée depuis plusieurs siècles être en train de vaciller comme la puissance française le fait aujourd'hui, la puissance de l'oligarchie française, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun pays qui aura de chèque en blanc sur nos sols. Les Chinois, pour l'instant, sont très calmes, très tranquilles. Enfin, très calmes. Ils sont très tranquilles, parfois de l'arrogance vis-à-vis de nos populations. Comme les Russes, dans certains cas, il faut être capable de le dire. Je dis step by step. Mais tout le monde va prendre. Tous ceux qui respecteront les Africains seront traités comme nos frères, nos camarades. Tous ceux qui violeront l'intégrité et la dignité africaine seront traités comme des adversaires. Et si nous sommes capables de faire bouger, de faire trembler, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est pour ça que Macron est en train de gesticuler, de faire du beau baraba un peu partout. J'espère qu'on va pas me mettre en garde à vue parce que j'ai dit ça, puisque ici les gens ont la gâchette facile. Mais quand on voit comment Macron est en train aujourd'hui de s'écarteler pour essayer de séduire une partie de la jeunesse africaine qu'il pense encore pouvoir séduire comparativement à une autre qui sait qu'il l'a définitivement perdu, c'est parce qu'il sait que les mouvements que nous faisons sont des mouvements historiques qui sont en train de faire bouger l'échiquier. Et c'est là-dessus qu'il faut être capable de s'appuyer. Ni les Russes, ni les Chinois, ni les Martiens, ni les Jupitériens ne pourront empêcher les Africains d'obtenir leur souveraineté intégrale. Ceux qui seront nos meilleurs alliés seront ceux qui comprendront qu'il faut nous accompagner dans ce processus d'obtention réelle de la souveraineté. Alors, je précise ma question parce qu'effectivement, vous regardez ces structures qui bénéficient de financement, parlent de promotion de la démocratie, de promotion des droits de l'homme et de tout. Voilà. Vous vous inscrivez dans un combat de la promotion de la démocratie, mais avec une autre façon de faire, effectivement, qui est différente. Alors, vous contractez avec un pays, j'insiste toujours, avec un pays pour le partenaire, qui dit aussi, moi, dans mon pays, il y a des organisations qui financent les jeunes, mais dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel domaine. Après, vous avez des jeunes, effectivement, qui sont collés à cela. Alors, la prise de conscience de créer le déclic qu'on doit compter sur soi dans le discours, moi, je le perçois moins. Au niveau des organisations de la société civile qui bénéficient de beaucoup d'argent. Parce que l'argent est venu pour un combat beaucoup plus précis, parce que l'ONG dit, nous sommes dans tel domaine, nous donnons l'argent pour ça.
Tout à fait. Et puis après, qui ont créé des écoles, qui ont créé des centres de santé et qui financent. Et s'ils bougent, ça ferme. Et la dépendance est créée. Ça crée un écosystème. Voilà. Mais justement, comment est-ce que, en recevant avec le partenaire, on met des garde-fous et on dit un jour que si d'aventure le robinet est fermé de l'autre côté, comment est-ce que votre école doit fonctionner ou votre centre de santé doit fonctionner? Parce qu'on est devenu très dépendant et c'est très ancré. Il y a un proverbe politique qui dit que l'élite occidentale prévoit, pendant que parfois, souvent, l'Africain ne se contente que de voir. Il faut qu'on soit capable d'approfondir le processus de l'analyse prospective. Et j'entends par analyse prospective le fait que on soit capable toujours, même quand on travaille avec des alliés, quels qu'ils soient, ça peut être des opérateurs économiques, ça peut être des États non alignés, ça peut être pour certains, vous avez parlé de Soros pour ceux qui sont dans l'autre camp, qu'on soit capable toujours de se dire, au moment où ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait ? Nous qui vous parlons, au moment donné où ça s'est arrêté, où on a dit à certains Russes, on ne va pas globaliser parce que certains Russes sont bons, d'autres le sont moins, d'accord ? Certains Russes qui voulaient qu'on soit dans une démarche d'être dans des actions violentes et qu'on a dit, on n'acceptera jamais que quelqu'un dise à Urgence panafricaniste, ce qu'il doit faire pour l'Afrique, c'est nous autres Africains qui décidons. À ce moment-là, la collaboration s'est arrêtée. Mais on avait déjà au préalable, dans cette démarche d'analyse prospective, prospecté pour voir quels étaient les multiples partenariats. C'est ce qu'on appelle l'intelligence politique, qui pourrait permettre de continuer nos actions. On avait déjà créé un schéma, un écosystème qui permettrait d'avancer. Ce qui ne signifie pas qu'en effet, on a beaucoup moins de moyens que ceux qui sont payés par les Soros et compagnie. On se débrouille. Mais on arrive quand même à bouger, à voyager. Et je dis que si notre petite ONG Urgence panafricaniste, qui a un petit côté quand même international, réussit à le faire aux quatre coins du continent africain et aux quatre coins du globe, parce que nous voyageons partout, je suis convaincu que les OSC locales sont elles aussi capables de le faire. Être capable d'analyser le monde politique, comment il tourne. Je vous donne un autre exemple qui va être très intéressant. Et pour vous rappeler qu'en politique, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts. Tout le monde sait la critique fondamentale que j'ai vis-à-vis du gouvernement italien. C'est un secret pour personne. Mais dans la guerre contre le néocolonialisme français, moi j'analyse toujours quels sont ceux qui critiquent la France et quels sont ceux qui peuvent être en tension à un moment T avec la France. J'ai vu que le gouvernement de coalition de l'époque, il y avait le mouvement 5 étoiles, qui est un mouvement populiste, on va dire de centre-gauche, c'est l'équivalent des Gilets jaunes version italienne, et de l'autre côté, le mouvement de Matteo Salvini, enfin centre-gauche, on va dire un populiste centriste, et de l'autre côté, l'équipe de Matteo Salvini, qui est l'extrême droite italienne. Donc, Matteo Salvini, on a refusé évidemment de parler avec lui. On ne l'a jamais rencontré par la grâce de Dieu. On a rencontré l'équivalent des Gilets jaunes, qui était le mouvement 5 étoiles. On est venu à Rome, on a été reçu au Parlement italien, d'accord, par des députés et par le ministre délégué, Monsieur Di Stefano, d'accord, pour lui remettre un dossier sur le néocolonialisme français. Ils nous ont proposé, ils nous ont dit, vous voulez un financement ? On a dit non. Nous, notre meilleur financement, ça sera que vous attaquiez le gouvernement français sur le néocolonialisme français. Eh bien ça, en accentuant ces tensions-là, on a créé un incident diplomatique justement, pour la première fois depuis de nombreuses années, entre la France et l'Italie. L'intelligence politique, c'est observer ce qui se fait dans le monde en comprenant que l'effet papillon, ce qui se fait loin, aura toujours des répercussions par rapport à ce qui se fait près de vous. Et pour revenir maintenant à la logique de l'indépendance économique, on oublie une chose, qu'on a un certain nombre de personnes, d'opérateurs économiques africains au XXIe siècle, qui ont les moyens de pouvoir soutenir un certain nombre d'actions. Et Internet devrait nous servir non pas simplement à voir les clips de Beyoncé ou les clips de Rihanna ou voir les matchs de foot de Monsieur Osimhen de Napoli ou de mon petit frère Kylian Mbappé du PSG. Ça doit nous servir aussi à nous renseigner sur ceux qui peuvent être des porteurs d'offres, des porteurs d'affaires, des opérateurs économiques qui peuvent nous contribuer, on a beaucoup qui soutiennent notamment l'ONG, qui contribuent à soutenir le combat politique. Toujours en étant dans cette démarche de souveraineté. Et si on s'allie avec des non-africains, allions-nous ponctuellement de période A à période B avec des non-africains qui sont opposés à l'hégémonie d'Occident. Nous, notre règle, à titre personnel dans l'ONG Urgence panafricaniste, c'est de s'allier, quand ce n'est pas avec des Africains, toujours d'une période A à une période B, avec des gens qui n'ont pas le passif colonial vis-à-vis de notre population. Premier point, très important, et des gens qui ont, d'une façon ou d'une autre, souffert de l'impérialisme occidental. Alors, il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir des nations qui ont été conquérantes. Vous regardez par exemple l'exemple de la Turquie. La Turquie a eu aussi une période très conquérante qui n'était pas toujours des plus belles. C'est une réalité. C'est pour ça qu'on y va avec grande prudence. Mais dans le même temps, la politique de M. Erdogan, critique vis-à-vis de l'hégémonie occidentale, et qui souhaite que les pays africains, que les pays du Sud puissent avoir beaucoup plus de poids. Il est intéressé, il sait très bien ce qu'il fait au sein des Nations Unies.
c'est quelque chose qui peut nous arranger. Je le dis et je le répète, la politique, ce n'est pas les feux de l'amour. D'accord. C'est la froideur analytique. Pour avoir des résultats, certains de vos camarades ont décidé de descendre dans l'arène politique. C'est peut-être le cas de votre ami Hervé Ouattara qui, entre-temps, a fait une expérience politique. Qu'en est-il pour Kémy Séba? On apprend que vous avez créé un parti politique au Bénin. Très clairement, qui a été, vous savez, notre pays, le Bénin, a une spécificité où quand vous n'êtes pas dans les petits papiers du président, vous n'avez pas le récépissé. Ça, c'est aussi les réalités qu'il faut être capable de dire. C'est pour ça que lors de la dernière élection présidentielle, il n'y avait pas d'opposition. Il n'y avait que des candidats qui étaient validés, cooptés par le président. Des matchs truqués comme ça, évidemment, ne peuvent pas aboutir à la constitution, à la structuration d'un parti politique béninois, comme nous le souhaitions. Je ferme la parenthèse. Vous parlez d'obtention des résultats, mais je pense qu'on a plus de résultats aujourd'hui en ce qui concerne les victoires symboliques. On a parlé du franc CFA, on a parlé de la remise en question de la France-Afrique, on a parlé des questions de souveraineté, on a plus de résultats aujourd'hui concrets. On a parlé de la disparition des comptes d'opération que la plupart des politiques institutionnelles. C'est Martin Luther King qui, lorsque le président Lyndon B. Johnson lui proposait d'être secrétaire d'État aux affaires étrangères, donc secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, Martin Luther King lui a répondu que, vous savez, monsieur le président, il existe des périodes où être un leader citoyen peut avoir plus d'impact et plus de poids que être un ministre ou un secrétaire d'État. Eh bien, c'est quelque chose que je crois profondément. Je crois que tout le monde n'est pas appelé forcément à devenir président. Il faut que l'Africain arrête aussi de lier toujours la politique à « oui, il faut que je sois président, oui, il faut que je sois chef ». Il faut qu'on apprenne à servir plutôt que se servir. Il faut qu'on apprenne à être auprès du peuple et de la base plutôt que toujours s'enorgueillir de titres. Si la nature fait que je suis poussé à aller vers cette voie institutionnelle, je ne vais pas dire, je n'y vais pas de manière ferme, mais je vous le dis très clairement, la liberté de ton, la liberté de mouvement que j'ai aux quatre coins du monde et l'influence politique que nous avons au sein d'un certain nombre de sociétés civiles, je connais certains présidents que je ne citerai pas pour ne pas avoir de problème, certains que vous connaissez très bien, qui m'ont dit comment vous faites, vous, jeunes citoyens, pour avoir autant d'influence sur la jeunesse africaine. Ça devrait donner matière à réflexion. D'accord. Alors, vous avez parlé du franc CFA. Vous estimez qu'il y a eu des victoires d'étape. Alors, pour ce qui est de l'écho, il y a une nouvelle échéance. On parle de 2027. Est-ce que vous y croyez finalement? Parce que jusque-là, l'écho, c'est un rêve. C'est pas un rêve. Ça a été un rêve pendant les années 80 quand ça a été lancé par les membres de la CEDEAO. On a ressorti des tiroirs un projet qui était complètement laissé aux oubliettes à travers nos mobilisations, d'accord, en scandant que nous voulions une monnaie à taux de change flexible arrimée à un panier à devises, là où le franc CFA est une monnaie à taux de change fixe arrimée à l'euro. Nous sommes arrivés à travers nos mobilisations à pousser le petit Macron, c'est important de le dire, à supprimer le compte d'opération qui était l'une de nos revendications. Revendication historique, c'est une victoire que personne sur ce terrain-là ne pourra concéder. Mais le plus gros poisson, le plus gros problème est toujours en place, et c'est pour ça que le combat continue, pour ne pas dire s'accentue, c'est qu'on est encore dans une démarche où Macron et son acolyte Alassane Ouattara essaye de transformer le franc CFA, le maquiller en éco, donc il a volé le nom authentique de l'éco, d'accord, pour en faire un franc CFA sans compte d'opération, mais toujours avec un taux de change fixe arrimé à l'euro qui va imposer au sein de l'UEMOA. Le débat qui se fait actuellement, pourquoi 2027, c'est que il faut que les critères de convergence soient respectés au sein des pays de la CEDEAO pour qu'on puisse arriver à justement cette monnaie unique. Or, tout le monde ne part pas du même point de départ. Premier point, et la crise du Covid a dérégulé un certain nombre d'économies qui fait, il faut être capable de le reconnaître, que ce soit à travers le tourisme ou un certain nombre de choses, mais pas seulement, que nous sommes obligés de prendre un peu plus de temps. Nous sommes dans un temps aujourd'hui, je parlais de cela avec l'ambassadeur du Nigeria, nous sommes dans un temps qui est diplomatique. Il faut qu'on soit capable de prendre ce temps-là, d'accord ? Quand on doit sortir, on sort. J'en parle du franc CFA tout le temps, mais il faut être capable aussi de respecter les mécanismes institutionnels. Je pense véritablement qu'avec le Nigeria et le Ghana, sur ce terrain de la question de la monnaie éco arrimée à un panier à devises, je pense qu'on est sur la bonne voie. On a fait le travail au niveau de la rue, l'histoire s'en souviendra. Il faut maintenant laisser les dirigeants faire le leur. Si on voit que 2027, on continue à nous dire oui, ça va être repoussé à 2040, c'est là on va ressortir l'artillerie, la lourde artillerie, symbolique bien sûr, sur cette question. D'accord. Alors, il nous reste 2 minutes avant la fin de cette émission. On va permettre à chaque juge soit une dernière question ou un commentaire avant qu'on ne referme les portes de cette émission. Juge Bougma. Bon, moi, ma dernière question, c'est Zemmour, en France. Ah, c'est très rare qu'on pose des questions sur ce gnome en Afrique, mais je suis content. Allons-y. Oui, je voudrais savoir ce que vous pensez de
Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis très content parce que c'est, vous savez, parfois en Afrique, on est centré sur les questions africaines et pas toujours sur les questions internationales. C'est très important parce que si M. Zemmour... Il y a un impact parce que tout à fait. Mélenchon se balade en Afrique, il y a même été dans un de nos amphis au J'étais Burkina, très dubitatif, mais ça, c'est encore un autre sujet. Voilà. Ouais, mais c'est très important ce que vous dites. Vous savez, moi, j'analyse, je suis le travail, entre guillemets, suivre de ce monsieur depuis un certain nombre d'années. Je sais où est-ce qu'il s'est nourri, à quelle source il s'est nourri idéologiquement, etc. Je veux même pas... C'est un plagieur officiel, on le sait. Il a plagié d'autres qui sont des plagieurs eux aussi officiels, mais là n'est pas le plus important. Éric Zemmour, qui aujourd'hui se veut le visage de la droite nationale, de l'extrême droite française, et qui dit qu'il veut que, en gros, il veut chasser l'islam, il veut chasser les musulmans, il veut chasser les non-caucasiens, alors que lui-même est un est un berbère algérien, ça a tendance évidemment à faire sourire. Quand on l'entend, on a l'impression qu'il se veut le chevalier des Ariens, alors qu'il a une tête qui ressemble plus à celle d'un dromadaire que celle d'un chevalier hitlérien. Mais là n'est pas la question. Au-delà des inepties qu'il profère, moi ce qui m'intéresse, c'est le logiciel idéologique qu'il nourrit. L'extrême droite d'avant était une extrême droite qui était évidemment critiquable, mais qui s'opposait à l'élite, entre guillemets, juive et aux immigrés. Il y a eu une reconfiguration de l'extrême droite occidentale qui maintenant a dit on va faire l'alliance, toujours dans la ligne idéologique de Samuel Huntington, dans cette démarche de choc des civilisations, des juifs et des chrétiens contre les noirs et les arabes. C'est ce qui est en train de se passer en Belgique, c'est ce qui est en train de se passer dans différents pays d'Europe, et c'est ce qui se passe avec Éric Zemmour, qui est le leader de cette droite que certains appelleront droite sioniste. Moi je dis, et nous nous prononcerons parce que je ferai un meeting prochainement auprès de la diaspora africaine à Paris. D'ici quelques semaines, on décidera ça avec le Bureau international de l'ONG. Moi, je dis qu'à chaque fois que la France prend le visage de la prédation et du racisme décomplexé, cela permet aux Africains de beaucoup plus se réveiller. Zemmour, qui est quelqu'un qui n'est absolument pas représentatif du prolétariat français, qui est un agent d'influence de l'élite sioniste politique, on va l'appeler comme ça, qui est là pour ce choc des civilisations, moi je peux vous assurer, je ne voterai jamais pour cet individu, je n'appellerai jamais à voter pour ce rat, mais s'il prend le pouvoir, on pourra avoir un combat encore plus décomplexé avec des cafards de son espèce. C'est ce que je pense profondément. C'est quand même assez fort. Ouais, oui, j'assume. Il faut entendre ce qu'il dit sur les Africains, c'est encore plus fort. D'accord. Moi, c'est juste une dernière petite question. Moi, j'aime bien la question de se déterminer par soi-même. Le cas du Mali aujourd'hui est très intéressant dans la façon dont les choses sont en train de se faire. On a un Mali qui a du mal face au terrorisme. On a des Français qui sont présents depuis, pour dire présence forte, 8 ans. Il n'y a pas les effets probants qu'on veut. Les Français disent on s'en va. On est en train de prendre la solution russe. Est-ce qu'on sent un Mali, au fond, en train de travailler sur une offre domestique? Parce que vous disiez à un moment donné, c'est nous qui allons nous sauver, c'est pas les autres. Est-ce que, quelquefois, on ne déplace pas souvent le problème en indexant souvent l'autre? Est-ce qu'on oublie qu'on doit se construire? C'est très important votre question, mon frère, et c'est en harmonie avec ce que je dis quotidiennement. Et je vais vous répondre sur le cas du Mali. Il faut bien étudier ce que le Mali dit. Les Maliens ne disent pas, je parle des dirigeants, les Russes venaient nous sauver. Ils ont demandé à Wagner, qui, contrairement à ce que des ignorants géopolitiques disent dans les médias français, Wagner, c'est une structure sous-traitante du ministère des Affaires étrangères russe. Je connais ce pays de l'intérieur, je sais de quoi je parle. Ils ont demandé à Wagner à ce que Wagner vienne les aider pour la sécurité et que Wagner contribue à former les militaires maliens pour que les militaires maliens arrivent à un niveau où ils n'auront plus besoin de Wagner. Je pense que cette offre est courageuse, que cette démarche malienne est courageuse, et c'est très loin d'être dans une démarche de vassalisation ou d'assujettissement. Là où je peux être mal à l'aise, j'en ai parlé avec mes petits frères et amis au Mali, c'est quand, dans les manifestations, on brandit le drapeau russe, etc., en disant « venez nous sauver ». Non, parce que je pense que c'est une erreur de le faire, et qu'il ne faut pas qu'on aille, comme vous le disiez tout à l'heure, et comme je le dis régulièrement, d'un assujettissement à un autre. Il faut différencier partenaire de parrain. Ce n'est pas la même chose. Et je pense que pour bien connaître le Mali de l'intérieur, de la base jusqu'à certains responsables politiques, qui sont pour certains nos sympathisants de longue date, il y a une croissance de la souveraineté et du panafricanisme au sein de la population malienne qui n'a jamais été atteinte
depuis la période des indépendances. Je le dis clairement. Et il ne faut pas qu'on répète ce que les abrutis d'RFI, vous m'excusez, mais je dis toujours ce que je pense, disent quotidiennement quand ils disent oui, le Mali change, passe d'un colon à un autre, etc. Non, la manière dont le Mali appelle Wagner, ce n'est pas une démarche coloniale. Mais les Russes ne viennent pas forcément par bonhomie. Mais c'est aussi des puissances. Mais je dis et je répète, en politique, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des intérêts. Il y a des contrats, évidemment, je n'ai pas les détails, mais il y a des contrats, évidemment, qui seront passés, il y a de l'argent qui va être donné en contrepartie, c'est évident. Mais dans tout contrat, il y a un échange de bons procédés. La question, c'est qu'est-ce qui va sortir le plus gagnant de cela? Dès lors que l'armée malienne arrivera à l'autonomie, je peux vous assurer que ce sera une grande victoire, pas simplement pour le Mali, mais pour l'Afrique, entre guillemets, des colonies françaises dans son ensemble. C'est très important de le dire. Merci à Kémy Séba d'être passé au tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Avec vous, nous avons parlé de vos combats, le franc CFA aussi, la France-Afrique. Merci, messieurs les juges, pour ces clés de lecture. On met un point final à la présente convocation. On se donne rendez-vous demain pour la même mission. Posez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM.